Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette rencontre autour de la bande dessinée. Comme vous le savez, cette année, l'association Actu Livre a entamé des rencontres littéraires, des rencontres autour de la BD. Et nous avons l'honneur aujourd'hui d'accueillir une grande militante féministe, une artiste, scénariste, BDiste, renom international, jeune, mais elle fait un bon travail. J'avais eu la chance de lire, en fait, de découvrir son travail récemment. J'ai lu ces 3 bandes dessinées. La première, éditée aux éditions Masson, Chouma, et la deuxième, éditée aux éditions Marabule, l'Iranienne. C'est un travail avec Eric Dabré et Aaron de Shaddad. Et la dernière parution, en fait, c'est Madame Haram, tome 1, c'est ça, non? Voilà, il y a encore le tome 2 qui arrive, on est impatient pour le lire. Bonjour et bienvenue, Zaina, dans notre association. Bienvenue, merci d'avoir accepté notre invitation pour cette rencontre autour de ta BD, mais aussi de vos travaux précédents. Merci à moi pour l'invitation. Merci beaucoup pour votre patience et pour assister aussi. Alors j'essaie de parler français bien parce que ça fait des mois que je parle que espagnol. Donc je galère maintenant, mais ça ira. En tout cas, Ammar, vraiment merci infiniment. À chaque fois à Paris, je suis très contente. Et c'est vrai, j'ai commencé par l'essai graphique Chouma. Ce n'est pas une BD, mais plutôt, c'est tout simplement, je l'ai écrit voilà, quand j'étais encore à l'université, à 22 ans. Et c'était tout simplement 2 chapitres qui expliquent l'éducation sexuelle dans le contexte arabe, amazigh, comment... Et ça a été aussi un succès en France, en Europe en général, parce que la culture de Chouma n'est pas d'origine juste africaine ou musulmane, mais c'est universel. La culture de quoi? La Chouma? Oui, c'est pas tout simplement On n'entend pas très bien. Voilà. C'est pas plus dans même son micro, en parlant plus fort, la salle n'est pas très grande. C'est un concept qui n'est pas tout simplement africain ou musulman, mais c'est un concept universel. Donc le livre, au début, c'était avant tout consacré aux adolescents, mais après je découvre que même des adultes ils doivent comprendre et savoir plus sur la contraception, sur le clitoris, sur la culture de viol. Et à l'époque, 2018-2019, c'était vraiment la montée de l'activisme et activisme sur les réseaux sociaux. C'est une des raisons pourquoi il faisait partie du mouvement féminisme en ligne. Et après 5 traductions de l'essai graphique, en 5 langues, je suis passée à la narration. Je suis passée par exemple pour iranienne. Et plutôt quand j'ai bossé sur des projets de BD, je préférais beaucoup plus travailler sur des histoires réelles. Donc par exemple, c'est une amie à moi qui habite en Iran, elle est toujours en Iran. C'est sa vie actuellement, après la mort de Mahsa par la police de mœurs en Iran. Les manifestations ont continué, les lois ont été encore plus dures après, des centaines d'exécutions qui arrivent encore chaque jour. Et en fait, on n'a pas publié ni le vrai nom de elle, ni le vrai nom de scénariste qui a fait la recherche de contact d'elle, de ses amis. Donc, à part moi, il y a mon vrai nom, parce que c'est trop tard pour moi en tout cas.
merde, ça fait 10 ans que je travaille et je fais l'axe, je leur ai dit, ça m'est égal. Et c'est grave parce qu'avec elle, on parlait sur Telegram. Et ce qui est pire, mon dernier message de sa part sur Telegram, c'est qu'elle m'a dit, Zainab, il faut que je te bloque sur Telegram parce que je pense qu'ils me lisent maintenant et c'est hyper dangereux que le gouvernement iranien découvre qu'une citoyenne a fait toute une BD d'elle comme lesbienne, athée, qui insulte les mollahs, qui insulte la police de mœurs avec Hachette, avec Maravul, donc c'est la pire honte et ça vaut une exécution tout de suite. Donc elle m'a bloqué sur Telegram et j'ai plus d'infos sur elle depuis septembre. Donc et c'est ça la réalité. C'est ça la réalité, et c'est ça aussi le rôle du féminisme, de l'artivisme, de la BD politique, c'est d'illustrer des réalités. Parce que moi aussi, j'ai pas le droit d'aller en Iran, donc c'était un travail aussi, c'était un challenge d'illustrer un pays, une culture où je peux pas visiter, où je peux pas y être physiquement. Et ça continue le combat pour les femmes iraniennes. Et juste après, donc voilà, Madame Haram, c'est l'oxymore de halal. Et il y a une histoire derrière pourquoi j'ai dit le titre c'est Madame Haram, parce que tout simplement l'héroïne Aïcha, c'est une fille haram. C'est une fille où elle habite Al-Haws, parce que moi j'étais à Al-Haws. Alors quand j'étais au Maroc, je faisais des ateliers de dessin pour les filles qui ont perdu leurs parents, ouais. Donc la région de Al-Haws, c'est l'endroit où plusieurs filles ont perdu leurs parents, leur maison après le tremblement de terre, et j'étais appelée pour faire des ateliers de BD. Alors quand j'étais à Al-Haws, après 2-3 mois dans ce village, je voulais vraiment rester loin de tout ce qui est politique, parce que déjà j'ai fait polémique. Pourquoi une féministe est née en montagne à apprendre aux filles? Ils ont cru que je suis en montagne pour apprendre aux filles tout ce qui est féminisme, woke. C'est ce qu'il appelle woke, c'est le mot trend aujourd'hui, contre le féminisme, contre les libertés hommes et femmes en général. Alors que moi, dès la première journée, j'ai fait exprès de leur faire apprendre à comment dessiner le visage, tout simplement. Mais après 2 heures, tout simplement à la fin, il y avait des filles qui viennent chez moi. Zainab, on te suit sur Instagram. S'il te plaît, tu peux nous aider, mon père il veut me marier à un connard de 40 ans, 50 ans. Et c'était le moment où je me suis dit, bah, ça va être politique alors. Allez, on va faire le féminisme, on s'en fout tout ce qui est sur Twitter, tous ces ennemis de woke. Parce que pour eux, déjà ces gens qui sont contre le woke, ils défendent ce type de mariage. Et donc, après 2-3 mois, c'était chaque jour comme ça. Je découvre des cas où des filles de 16 ans qui étaient déjà divorcées, il y en a qui se marient par le Fatiha, ça veut dire sans papier, sans document, et des fois elles sont enceintes. Donc même cet enfant, c'est aussi un autre combat, la filiation des enfants hors mariage. Donc c'est une catastrophe après catastrophe. Donc comment vous osez dire que les féministes exagèrent quand on parle du mariage mineur, et c'est l'image du Maroc, et c'est la réputation, parce que tout ce qu'ils pensent aujourd'hui, c'est la réputation, mais c'est pas la vie gâchée, parce que les chiffres ne mentent pas. Les chiffres disent, et à la fin de la BD, j'ai consacré 10 pages juste pour les chiffres, juste pour les réalités crues qu'on a. 20 000 cas de mariage mineur l'année précédente. Donc c'est un chiffre
20 000, je ne vais pas dire alarmant, mais pour moi, même un seul cas, ça doit être alarmant. Même pas 20 000. Donc, et pourquoi le house? Franchement, moi, depuis Marrakech, chaque matin, on devait voyager par voiture pendant 1 heure ou 2 heures pour arriver aux montagnes. Et c'est la raison pourquoi ces criminels, ils font ça, parce qu'ils disent « Ah non, tu marches à Casablanca, à Marrakech, on n'a pas ça. » Ces féministes rageuses qui inventent des choses, je leur dis non, vous prenez la route dans les montagnes et vous allez découvrir ce qui se passe parce qu'il n'y a pas de loi là-bas. On est hors la loi dans ces montagnes, on n'a pas un juge, on n'a pas une police qui... On peut tout faire, franchement, on peut tout faire et c'est pour cela, être née comme jeune fille dans ces montagnes, c'est déjà un cauchemar lui-même parce que tu n'as pas quelqu'un qui te défend, tu n'as pas une voix qui parle de toi. Et c'est pour cela, pour moi, une BD sur ça, c'était une grande voix aussi pour que ce sujet soit exposé sur les médias, pour qu'il soit urgent à modifier. Et même en termes de loi, parce que récemment on parle de la modification de la loi pour que... Franchement, moi, quand on dit le mariage doit être à 18 ans, je ne vois pas, franchement, une fille de 18 ans, Justement. un être humain à 18 ans prêt pour des responsabilités, parce qu'on a des cas de divorce pour des gens de 30 ans, de plus que 18 ans. Donc, pour moi, c'est un sujet plutôt sur donner déjà des accès basiques aux citoyens, comme une bonne éducation, comme une bonne préparation de la vie en général, et le mariage ne doit pas être un sujet plutôt religieux, que ça doit être avant tout civil, ça doit être un couple. Déjà l'amour chez nous, il est illégal, il est banni hors mariage, donc il y a des points à organiser. Et c'était voilà l'objectif de la BD. Oui, on revient à la première bande dessinée, Chouma. Vous dites, il y a un passage sur la loi au Maroc en fait. Une loi au Maroc punit le harcèlement, mais il est difficile à prouver et la société voit toujours la victime, surtout la femme, comme une coupable, alors que c'est le harceleur. À votre avis, pourquoi la loi est incapable d'assurer la protection de la femme au Maroc? Malgré il y a des textes. Oui, et c'est pour cela qu'il y a une question très connue, c'est est-ce qu'il faut changer la loi avant que la société soit prête, ou il faut qu'on attend que la société soit prête pour rédiger un texte de loi? Et moi je dis souvent, si on attend qu'une société soit prête, ça ne sert à rien. Moi franchement, je suis arrivée à un point dans ma vie où il faut imposer l'égalité, il faut imposer le respect, il faut imposer... mais avec ça, ça reste aussi un phénomène culturel. Parce qu'on a une loi qui dit que le harcèlement est illégal, ça punit, il y a une amende à payer, mais ça existe encore, donc ça n'a rien changé. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas changer la loi sans changer le dialogue qu'on a dans les écoles, à la maison, parce que la maison pour moi c'est le pire des terrains politiques qu'on a, plus qu'un... Ouais, pour moi, c'était un terrain politique, la maison, le foyer où j'étais avec mes 5 frères, mes parents. Je galérais pour avoir ma propre petite liberté, mes choix, l'organisation des tâches entre moi et mes frères. Il n'y avait pas une égalité. Il y en a qui avaient le droit de sortir, faire des activités, et moi je devais rester à la cuisine. Alors qu'eux, ils faisaient rien, franchement, c'était pas... Donc voilà, c'était un champ politique, chaque jour comme ça, juste au foyer. Et les livres, pour moi, déjà, je suis militante pour inviter les gens à lire, en fait. Je pense que pour en finir avec une guerre, c'est pas par le biais d'une autre guerre, mais sûrement la lecture, pour moi, n'était pas qu'une thérapie. Avec toute la rage que j'avais, je pense que ces heures avant de dormir, c'était mieux que pleurer, c'était mieux que être la victime de ma culture ou de ma différence avec laquelle je ne pouvais pas vivre.
sein de la société. Et d'ailleurs, vous le dites dans ce livre, hein, dans cette première BD, hein, si vous pensez que j'exagère, j'aimerais que vous soyez une femme au Maroc le temps d'une journée. Il y a, je pense que ça ne se réduit pas au Maroc, ça se réduit, en fait, c'est le cas dans tous les pays d'Afrique du Nord. Et il y a une ambivalence, on sent une ambivalence, il y a une ambivalence dans les pays d'Afrique du Nord. C'est que la femme est à la fois un objet de désir, mais aussi elle est rejetée en fait, c'est-à-dire c'est de l'infamie, c'est-à-dire c'est un objet en fait que c'est comment on peut dire un objet de désir et de déshonneur aussi pour la famille. D'où vient cette dichotomie en fait, cette ambivalence dans les sociétés nord-africaines? Ouais. Alors, premièrement, pourquoi je disais toujours une femme au Maroc, parce que c'est un livre dédié à la communauté marocaine. Mais franchement, ce test de 24 heures comme femme, alors là, il est applicable partout au monde. Oui. Si on est femme, partout au monde. Même dans une île déconnectée, ça va être. Il y aura quelqu'un qui va gâcher sa journée. Et j'avais des retours sur ça. Zeynab, mais ça va pas, le Maroc, c'est pas comme même l'Afghanistan. J'avais vraiment des commentaires débiles. Comme ça, j'ai dit, c'est pas le but. C'est pas ça. C'est même pas une comparaison. Ce que je fais, mais comme moi je parle de mon pays, ben, je t'invite. Même quand quelqu'un est contre moi, je leur dis, ben, écris un livre. Oui. Moi, j'ai pas fait un commentaire Facebook, j'ai fait un livre. Donc, je fais un livre, on le lit, je t'ai pas insulté, donc sois à mon niveau quand même. Et vous n'êtes pas dans le virtuel, vous êtes dans le réel. Bravo. D'ailleurs, j'ai adoré votre présentation. Je suis fan, franchement. Et c'est ça malheureusement parce que la société, elle fait elle utilise tous les outils pour faire tomber et casser l'énergie des femmes avec des ambitions. Vous ne pouvez pas imaginer comment ce livre a été attaqué en ligne, sans le lire. Il y a des gens qui me détestaient à fond sans lire aucune ligne de mes BD, de trucs. Et après, quand les gens ils les lisent, ils disent « Ah bon, vous détestez pas les hommes en fait. Tu n'es pas une féministe. » C'est quoi une féministe? Rageuse déjà. Donc, c'est là où je découvre que les gens, ils ne savent pas c'est quoi déjà les basiques d'un mouvement féministe, c'est quoi l'histoire derrière. C'est toujours des préjugements, c'est toujours des idées. Et c'est les mêmes personnes quand quelque chose arrive à leur fille ou à leur maman ou à leur épouse. Alors là, ils font appel aux féministes. Ils ont besoin d'aide. Oui. Donc, je pense que la lecture, pour moi, ça peut tout résoudre. Et on a besoin de femmes qui raisonnent comme vous, hein, parce que la société ne fonctionne pas seulement avec les hommes ou avec les femmes. On ne doit pas mettre une barrière entre les deux sexes, mais on doit construire la société ensemble pour bâtir un monde meilleur. Dans la dernière bande dessinée, vous dénoncez le mariage forcé des faits mineurs, mais aussi la pédocriminalité au Maroc. Et c'est un phénomène aussi qui s'étend sur d'autres pays d'Afrique du Nord, mais aussi d'Afrique. Et récemment, il y a des mouvements en fait africains, féministes africains, qui dénoncent en fait ces mariages forcés. Est-ce que ça peut, vous semble-t-il, comme un présage d'espoir, lueur d'espoir en fait pour le combat féministe en Afrique et en Afrique du Nord? Alors, franchement, c'était aussi, cette BD, c'est aussi une réponse à une honte qu'on a eue dans les médias marocains. Parce que récemment, on a eu ce débat sur le changement de code de famille et on a beaucoup parlé de vraiment ajouter des lois beaucoup plus strictes par rapport à en finir avec voilà, tout type de mariage
où un ado ou une personne qui n'est pas prête soit forcée par leurs proches ou leurs parents à un mariage pareil, moins de 18 ans. Et la honte, c'est que moi et mes collègues, par exemple, on était 20 féministes à être menacées de mort, insultées par un groupe d'islamistes qui étaient rageux sur le fait que ce code il est en train effectivement à être beaucoup strict pour en finir avec le mariage des mineurs. Et l'ironie, c'est que ces islamistes, je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas de la corruption, je ne sais pas pourquoi ils ne parlent pas des agressions qu'on a dans la rue, pourquoi pas ils parlent des viols, des cas de imams de mosquées qui sont toujours en prison pour des cas de viol, de plusieurs cas, mais sauf pour les mariages mineurs, ils avaient une énergie, ils avaient tout le temps avec leur podcast, avec tout ça pour se marier à des enfants. C'est waouh, quelle masculinité! Je suis fan, franchement. Merci. Il y a, selon vous, est-ce que la bande dessinée peut changer? Qu'est-ce qu'elle peut changer dans la représentation des combats des opprimés? Est-ce qu'elle peut apporter un changement, quelque chose dans le combat en fait, des opprimés, non seulement des femmes, mais d'autres? Ah oui. Alors il faut savoir qu'il y a des auteurs avant moi, dont était ma première lecture, des auteurs marocains qui ont parlé du corps féminin, de l'éducation sexuelle, de toutes les questions féministes qu'on a dans le contexte marocain, mais en fait, la différence, c'est que moi, j'avais le double trouble. C'est quoi le double trouble? C'est l'image, c'est le dessin. Alors, eux, ils ont parlé du clitoris, moi, j'ai parlé et j'ai dessiné le clitoris. Alors, eux, ils ont parlé du corps féminin, moi, j'ai dessiné ce corps féminin comme il est. Et vous pouvez imaginer le pouvoir de l'image qu'elle a déjà. On a des caricatures, c'est déjà un débat en France, donc ils ont enchaîné des guerres, ils ont enchaîné plein de débats, et c'est ça le pouvoir d'une image. Je ne dis pas qu'elle est mieux qu'un texte, mais je pense que les deux, c'est le meilleur. Déjà la peinture, le dessin en général, je pense que c'est une magnifique continuité de ce qu'on écrit, de ce qu'on dit, surtout sur le côté du corps féminin, parce que je pense que le corps féminin, il mérite aussi toute une partie visuelle pour corriger le concept de beauté, pour corriger plein de fausses idées sur c'est quoi une femme belle, c'est quoi une femme qui doit être respectée dans la société. Donc toutes ces normes-là, je les dessine, je les dénonce, et je pense que la BD en général, comme c'est un marché qui vient d'être vraiment développé au Maroc, je suis très fière de toutes les productions. J'ai des BD marocaines dans ma collection. On a des auteurs qui sont aussi en France qui évoluent vraiment leur carrière. Oui, je suis fière que les jeunes ne lisent pas que les mangas. Franchement, j'aime beaucoup les mangas. Moi, j'ai grandi à lire les mangas. Rien contre eux. Mais des fois, il reste aussi les mangas, c'est aussi un autre débat. C'est comment ils illustrent la femme dans leur culture. Il y a des scènes de viol, il y a une normalisation de viol aussi dans cette culture. Donc la BD franco-belge, pour moi, c'était vraiment un autre type de BD, parce que j'ai cru qu'il n'y avait que les mangas comme BD, mais la BD franco-belge, franchement, c'était mon foyer, c'était mon endroit où je découvre la BD politique, la BD féministe. Et oui, les jeunes marocains, algériens, tunisiens, ils aiment aussi collectionner des BD politiques, ce qui est bien. Oui, c'est bien. Oui, je suis fan des BD politiques. Et d'ailleurs, ils préparent une BD. Est-ce que j'ai le droit de le dire? On a déjà eu une avant-première tout à l'heure. Oui, presque on a finalisé le travail. Il sera bientôt, j'espère qu'il sera bientôt. On trouvera un éditeur pour publier. Il prépare une bonne BD, franchement. Ouais, il a lu le scénario. Il a lu quelques. Oula. Excusez-moi.
excusez-moi, est-ce qu'on peut poser des questions ou c'est seulement... On passe une dernière question et on passe au public. Ouais. Voilà. Parlons des éditeurs maintenant, le côté technique en fait. On va parler du côté technique de la BD. Est-ce que c'est facile de trouver un éditeur? Alors, tout ce qui est question éditeur, publication, ça fait partie des ateliers que je suis en train de faire au Maroc. C'est comment postuler pour un projet BD. Parce que, franchement, ce n'est pas difficile. C'est pas difficile de publier sa BD parce qu'il suffit juste d'écrire bien, de dessiner bien, c'est le seul secret. Et parce que, d'après mon expérience, parce que j'ai fait presque tous les festivals, j'ai rencontré plein d'éditeurs. Les éditeurs, en fait, ils veulent publier s'ils voient que ton portfolio, si ton idée va très bien dans le marché et que ça va être vendu aussi. Donc, ils n'ont qu'à accepter et bosser avec toi. Et c'est la raison pourquoi j'invite toujours les BDistes à ne pas tomber, ou les artistes en général, à ne pas tomber dans le piège de toujours faire plaisir au public. Franchement, j'aime pas quand je vois sur Instagram un artiste qui met en story « Qu'est-ce que vous voulez que je dessine ?» Marquez, croix, est-ce que vous voulez, je veux vraiment que vous soyez content avec ce que je fais? Non. Tu imposes ton univers, tu fais ce que tu veux. Ne demande jamais à quelqu'un « Qu'est-ce que vous voulez que je dessine ?» Franchement. S'il vous plaît, aimez-moi. Alors moi, j'ai fait tout ce que... Facebook. Alors moi, j'ai fait tout ce que les gens détestent. Ça marche très bien. Parce que j'avais mon caractère, mais je m'en fous, tu m'aimes ou tu m'aimes pas. J'aime encore cette vidéo sur Facebook, allez-y. Sur la page de... Aimez-moi sur Facebook. Non mais... ça joue un même. En fait, c'est une affection virtuelle en fait. On a besoin d'une affection virtuelle sur Facebook. Des cœurs, mettez un cœur. Mais c'est une règle en général, ça marche partout dans tous les domaines. C'est que tu dois être fidèle à ton univers, tu dois être fidèle à tes idées. Et c'est là où cette confiance, à partir de cette confiance, c'est là où commence une belle aventure de tes productions. Parce que moi, le premier jour, j'étais attaquée plus que j'étais félicitée. Ouais. Franchement, je me suis dit, non mais s'il y a quelqu'un qui va acheter ma BD, je vais être contente. Mais après, ça a été traduit en 5 langues, on a dépassé les 5 éditions. Donc on a compris, un livre qui dérange ou un projet qui dérange, il est beaucoup mieux qu'un livre qui sort avec un silence, avec que des applaudissements. Et cette rage, elle fait partie du changement. C'est comme si on fait sortir les gens de leur zone de confort. Et même ceux qui te détestent, ils achètent le livre. Donc ça tombe très bien. Donc moi, je leur dis, on doit être dans une énergie où même si tu crois que tu vas être cancelled, c'est ça le mot qu'on a. Par exemple, moi, j'aime beaucoup quand je suis cancelled sur les réseaux sociaux. Pour moi, ça veut dire que j'ai participé à la rage à une communauté et c'est pas mon objectif de provoquer ou c'est pas ça, mais ça fait partie. C'est comme si j'ai fait sortir une personne de leur habitude, de tout ce qu'ils voient chaque jour. Donc c'est mon conseil pour les BDistes. C'est comme le mythe de la grotte de Platon. On passe aux questions, et après quelques questions, 2-3 questions, et après on passe à la dédicace. Ouais, moi je préfère quand c'est une conversation avec eux, parce que si je vais juste parler, ça ne va pas finir. Oui, bonjour. Écoutez, je viens d'acheter le livre et de le lire. C'est vrai que c'est assez rapidement. J'ai énormément apprécié. Bon, bien entendu, l'histoire elle-même, mais également votre type de graphisme. Je me suis demandé un moment si vous connaissez certainement les travaux les publications de Marianne Satrapi. Ah oui, Marjane. Oui, enfin, ça se prononce Marianne Satrapi, qui a aussi, enfin, c'est en noir et blanc, vous c'est en couleur, mais qui a aussi ce trait simplifié et qui met vraiment très en
donc c'est vraiment très bien. Je pense qu'effectivement, par rapport au public, ça peut vraiment avoir un très très fort impact. Mais je m'interroge sur ce que vous avez dit, que ça ne posait pas de problème pour publier des BD, des romans graphiques de ce type-là au Maroc actuellement. Alors qu'en même temps, vous soulignez l'importance des réseaux islamistes et de leur mobilisation contre les femmes et contre les droits des femmes. Puis il y a quand même une certaine frilosité du gouvernement, même s'il est question d'amender la Moudawana de 2004. Bon, il y a quand même énormément de blocages. Donc, la publication au Maroc, la diffusion, les gens peuvent acheter, c'est pas trop cher non plus, parce que bon, il y a quand même un niveau de vie, enfin, ça peut être quand même coûteux, hein, l'équivalent de 22 € en dirhams, je ne sais pas combien ça ferait, mais tout n'est pas forcément accessible à tout le monde. Est-ce que ça existe dans les bibliothèques publiques? Est-ce que les enseignants et enseignantes, par exemple, peuvent l'utiliser aussi comme support? Voilà, si vous pouviez dire un peu dans le contexte actuel, parce que j'ai l'impression que d'une part vous dites tous les obstacles, les dénonciations, les menaces de mort, et puis en même temps après vous avez dit un peu le contraire. Oui, parce que en fait, j'aime bien la question, c'est le bon moment. Alors, premièrement, Marjane Satrapi, c'était ma première lecture, Persépolis, sa BD sur la Révolution. En fait, c'était ma première, quand j'ai parlé de la BD franco-belge, en fait, c'était sa BD. Et d'ailleurs, une fois j'ai publié Iranienne, je l'ai contactée, je lui ai publié une copie, elle était hyper contente, donc c'était vraiment un honneur pour moi. Après, alors, par exemple, je donne l'exemple pour Choma. Choma a été signé avec un débat dans toutes les villes marocaines. Il existe dans toutes les librairies au Maroc. Et moi, j'avais aucun problème avec les autorités, seulement avec les gens, seulement avec les citoyens. Alors, c'est ça ce que j'explique à chaque fois au Maroc, parce que quand on parle de la Moudouana, c'est le roi, c'est le gouvernement qui a pris la décision de donner à la femme divorcée, de parler de l'héritage. C'était vraiment un challenge, parce que on a des leaders qui sont vers une voie féministe, mais ils sont bloqués avec un peuple qui croit que tout ce qui est avancement sur les droits des femmes ou les droits d'hommes en général, ça va au contraire de la religion, de notre culture. Et franchement, c'est ça la contradiction qu'on a. Par exemple, je ne peux pas présenter Chouma ou le signer dans plusieurs pays, même pas que quelques, mais au Maroc, je peux. Donc, c'est aussi une question de classe sociale, en fait. Alors, on a la classe riche, on a la classe moyenne, qui sont aussi des lecteurs, ils achètent, ils collectionnent des DVD. J'ai rencontré, c'était toujours blindé dans les librairies de Casa, de Marrakech, toujours blindé. Il y a des parents qui arrivent, qui commencent à inviter leurs enfants, où leurs enfants font des études dans une école privée, bien sûr, une école française, américaine. Malheureusement, ça reste aussi un privilège, un luxe, le fait de collectionner des livres ou de lire en général. Mais ça fait 2 ans que je bosse dans un musée public à Casablanca, où le programme, je faisais des débats et des ateliers chaque semaine qu'avec les étudiants des lycées publics. Et c'était en collaboration avec l'Institut français, et le seul objectif, c'est de faire approcher ce luxe à toutes les classes, la classe pauvre, les classes qui n'arrivent pas, voilà. Déjà, le musée, il est formidable, donc c'était aussi une invitation à découvrir c'est quoi un musée pour toutes les classes au Maroc. C'est vraiment un programme qui est toujours aujourd'hui en cours. Donc on a des solutions, on a des programmes on a un ministre de culture qui fait aussi un très bon travail avec les jeunes. Il y avait beaucoup d'investissements même entre la France et le Maroc pour lancer des beaux programmes. Mais je le dis, la situation
des droits des femmes au Maroc, d'après mon expérience, parce que j'ai fait un voyage presque dans d'autres pays musulmans, c'est un peu avancé. Moi, je le dis, ça avance. Pas par amour aux femmes, par amour à la Coupe du Monde, tout simplement. Et c'est malheureux qu'on doit avoir de telles raisons pour avancer des choses. On voulait ça depuis des Quelle années. Coupe du Monde? Euh, Coupe du Monde de quoi? de foot. En 2030, il y aura En la Coupe. 2030, on aura la... D'Afrique. D'accord, moi je n'étais pas au courant. Et aussi la guerre aussi. Oui, ce sera entre le Ah, Maroc, 2030. l'Espagne. D'accord, donc c'est aussi donner une bonne image du C'est ça. pays, Oui, oui, oui. puis par rapport au conflit avec l'Algérie. Voilà, donc c'est un événement qui est déjà le débat récemment parce que ça fait changer plusieurs choses dans tout le pays. Mais oui, je suis capable, heureusement, de signer mes BD. Par exemple, Madame Haram, on a fixé une tournée en mai dans toutes les villes marocaines, sans oublier que c'est un livre qui insulte les politiciens en langage direct. Et la raison pourquoi j'ai ajouté un personnage où c'est un politicien riche qui a un business de trafic d'enfants, parce qu'on découvre ça dans les news. On a un homme avec un pouvoir qui ne peut pas être jugé, donc il a Il y a tout ce qu'il veut. il y a l'affaire de ce viol, comme la victime est française, ça Voilà. a un peu baisé le silence, et c'était effectivement 3 fils de l'oligarchie. Oui. Mais il y a quand même un bon flic, vous l'avez mis exprès pour... Oui, ouais, alors là, parce c'est un que des débat. flics corrompus et qui soutiennent les violeurs, il y en a aussi. Hein. Non, mais l'image du bon flic permet peut-être Bien sûr. une meilleure acceptation du... Parce que pour moi, en général, j'ajoute toujours un personnage d'un homme qui est en faveur des... Oui, mais un suis- policier. Parce que même dans ma vie, c'est des hommes qui me soutiennent, c'est Bien des sûr. hommes qui voilà, j'ai un homme. Non, mais j'ai remarqué qu'il était policier, qu'il Oui. arrivait à arrêter le trafiquant, alors que d'autres policiers Voilà. se laisseraient. Et pour illustrer la Corrompre. corruption, parce que ce policier, il a dû quitter son travail, Oui, parce oui, qu'il ne oui. pouvait plus avec toutes les menaces qu'il lui a eues. Et c'est une réalité, parce que ça fait partie du problème, c'est que les gens qui veulent un changement, ils n'arrivent pas, sinon ils doivent sacrifier tout ce qu'ils ont. Donc c'est une autre difficulté. Donc voilà, c'est comme un réalisme magique, c'est basé sur une fille que j'ai rencontrée, sur une vraie histoire, mais bien sûr j'ai ajouté des éléments de fiction, mais en même temps qui représentent la réalité. J'espère que ça va vraiment pas me mettre dans la merde. De mon côté, non. J'assume mon combat pleinement. Une autre question? Une Est-ce autre que question? vous allez être de retour à Paris? Parce qu'on aimerait bien vous inviter dans une association féministe. Oui, je reviens le 5 avril pour la journée politique du livre. Peut-être un petit- Et 5 aussi à avril. Rouen. On a des plans à Rouen. Vous allez où? Alors, Non, est-ce que vous allez à Paris? la chambre, je ne connais pas l'endroit parce que j'ai pas encore des détails de la part de mon éditeur. Mais de toute façon, comme mes éditeurs sont à Paris, je signe souvent. Donc c'est pas ma première fois, mais à chaque fois il y a un nouveau projet, je signe. Mais c'est le 5 avril à la journée politique du livre. Ça, c'est à l'Assemblée. À l'Assemblée. Journée du livre politique. C'est la journée du livre. Oui, la C'est à journée du livre l'Assemblée. politique. Oui, c'est à l'Assemblée nationale. Une autre question ou on laisse. Voilà. Donc, je vous remercie. Faire une petite lecture je sais pas, enfin, pourquoi pas d'un dialogue, Est-ce que c'est possible? Oui. Alors, je préfère
j'ai écrit aussi de la poésie. Hein. Les péchés là qui sont en... Par exemple, pourquoi la gourmandise pour le chapitre 2, Ah oui, la alors liste des ça, péchés. alors ça c'est la façon comment, c'est vrai, c'est une très bonne question. Alors la façon comment j'ai divisé les 7 chapitres, c'est les 7 péchés en fait. Péchés de péchés capitaux. Oui. Oui, c'est les 7 péchés, puisque on parle de tout ce qui est haram, j'ai pensé tout simplement aux 7 péchés. attention. C'est les péchés capitaux, mais ça c'est dans la religion chrétienne. Ouais. Alors, Mais alors pourquoi la gourmandise? Parce qu'il n'est pas question de gourmandise dans ce chapitre. Oui, madame, peut-être. Il y aura après le débat, parce qu'il y a... alors, il y a une raison, mais je vais spoiler pour Nous ceux qui excusons, n'ont pas lu. oui. Mais de toute façon, moi ce que je préfère dans mes projets, c'est que je laisse aussi l'imagination du lecteur, parce que moi aussi j'ai lu des livres, des BD, je les ai compris à ma façon. Quand j'assiste après à la lecture de l'auteur, je vois qu'il a littéralement une idée différente de ce que j'ai écrit. Et c'est ça la beauté en fait d'un livre, c'est que tu te crées toi-même tes propres jugements, et c'est ça la beauté, c'est infini. Alors, ce livre est pour vous, filles des villages et des villes, là où l'aide manque, où les rêves vacillent. Pour vous qui portez en silence vos peines, dans des cages invisibles où tout vous enchaîne, à celles qui sentent leur âme s'éteindre et dont le courage peine à se répandre. Je vous dis ceci du fond de mon cœur, ne laissez jamais mourir votre ardeur. À travers ces pages, une flamme s'élève, celle d'Aïcha, qui brise ses chaînes et s'élève. Elle a combattu, défié l'oppression pour vivre libre malgré les concessions. Aïcha, ce n'est pas qu'un personnage fictif, c'est une voix que j'ai croisée, vive et incisive, dans les montagnes du Haus. Elle m'a parlé de sa lutte, de ses rêves qu'on voulait briser, mais son histoire, je l'ai voulu plus vaste, un miroir pour des réalités parfois désastreuses. J'ai ajouté des ombres à marché noir, où des enfants disparaissent dans le désespoir. Ce livre est pour tous ceux qu'on a privés de leur enfance, de leur droit à rêver, pour les adolescentes et les garçons oubliés, qui méritent de grandir sans être mutilés. Je vous dis, levez-vous, ne baissez pas les bras, cherchez la lumière, même dans l'effroi. Soyez affamés de liberté et dignité. Personne ne doit éteindre votre humanité. Ce livre est une lettre, un cri, un espoir, pour que vos cœurs retrouvent l'espoir. Ne vous abandonnez jamais à l'abîme, car en vous brille une force légitime. Bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On a passé